comment installe-t-on la rigueur durablement dans sa vie et dans son organisation? Vous avez rendu ce rapport. Vous savez qu'il y avait mieux à faire. Vous savez. Ou alors vous avez livré ce projet. Vous avez respecté le délai, mais dans le fond, vous vous êtes dit, c'est pas ça, c'est suffisant. Et vous avez continué. Ou peut-être que c'est dans votre équipe. Vous voyez quelqu'un faire exactement le minimum requis. Pas plus. Et vous faites semblant de ne pas voir parce que relever ça, c'est ouvrir une conversation difficile. On connaît tout ce moment. Ce moment où on choisit la légèreté, pas par malice, mais par confort. Parce que faire vraiment bien les choses, cela demande quelque chose de nous. Et notre cerveau, lui, préfère la voir courte. La question que je veux vous poser aujourd'hui, et c'est la seule question qui compte pour les prochaines minutes, c'est celle-là. Combien de fois ce petit choix de la légèreté, vous a-t-il coûté quelque chose que vous n'avez jamais récupéré? Parce que la légèreté ne fait pas de bruit quand elle entre dans votre vie. Elle s'installe doucement, comme un invité qui s'incruste. Et un jour, vous vous retournez et vous réalisez que c'est elle qui définit votre réputation, votre maison et votre équipe. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est l'exact opposé de cela. Et c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Mais avant de vous parler de ce que j'ai appris, laissez-moi d'abord nommer ce que vous vivez. Parce que si on n'appelle pas les choses par leur nom, on ne peut rien changer. Je m'appelle Gildas Tanko, je suis fondateur de Rigueur Web, par ailleurs directeur général de Standard Sal. Je coach des dirigeants et des équipes et j'ai écrit un livre qui s'appelle Oser la rigueur. Mais avant de vous parler du livre, laissez-moi nommer ce que je crois être l'une des crises les plus silencieuses de notre génération. Regardez autour de vous. Regardez nos services publics, nos entreprises, nos familles. Regardez les jeunes qui sortent diplômés mais qui ne savent pas résoudre le problème qu'on leur pose le premier jour de travail. Regardez les réunions qui se terminent sans décision. Les engagements pris en public qui s'évaporent en privé. Les projets lancés avec enthousiasme qui meurent au bout de 3 semaines. Ce n'est pas un problème de compétence ni d'intelligence. C'est un problème de rigueur. Alors, je vais commencer par définir précisément de quoi je parle parce que la définition des mots compte. La rigueur dans ce livre et dans ma vie, c'est ceci. C'est l'état d'esprit qui consiste à choisir, puis à persévérer, à bien accomplir tout ce que je touche et j'entreprends sans exception. Et son opposé, la légèreté, c'est un manque de soin ou de sérieux dans l'exécution de ce qui est attendu de nous ou de ce qui nous est confié. Elle ne demande aucun effort. Elle arrange notre cerveau. Elle nous montre ses bénéfices immédiats. Mais elle est un piège. Et ce piège se referme lentement, mais sûrement. Myron Golden a dit quelque chose que je veux que vous gardiez en tête pour toute cette vidéo. La médiocrité croît exponentiellement. L'excellence ne croît que progressivement parce que très peu de gens sont prêts à payer le prix. Exponentiellement. Ça veut dire que chaque fois que vous choisissez la légèreté, la probabilité que vous la choisissiez encore augmente. Elle se multiplie. Et dans un groupe, ou dans une équipe, ou même dans une famille, elle se propage. Mais l'excellence, elle se construit autrement. Pas d'un coup, pas par explosion, mais par accumulation. D'où le résultat significatif extraordinaire que vous pouvez retrouver dans le livre. Bon choix, plus consistance, plus temps, donnent des résultats significatifs extraordinaires. Que vous soyez seul dans votre vie ou à la tête d'une équipe, ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes s'applique. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la rigueur n'est pas ce que vous croyez. Vous verrez comment elle se transforme en habitude. Vous découvrirez comment l'installer dans votre entourage, dans votre famille, dans vos équipes. Et à la fin, je vais vous donner une feuille de route précise pour vous et pour votre organisation si vous en avez une. Et j'ai une promesse à vous faire. Je vais rester honnête. Je vais vous parler de mes propres échecs avant de vous parler de mes leçons. Pas de discours de coach motivationnel. On n'est pas là pour ça.
Alors commençons par là où tout commence, par la question de ce que la rigueur vous donne vraiment en retour. Parce que si la réponse ne vous convainc pas, rien de ce qui suit ne tiendra. J'aborde cela dans la section 1 du livre, qui s'intitule « Marquez votre différence par la rigueur ». Au chapitre 1, « Atteignez des performances exceptionnelles ». Laissez-moi vous poser une question simple. Qu'est-ce que la rigueur vous donne en retour? Parce que si vous ne voyez pas clairement ce qu'elle vous apporte, vous ne la choisirez jamais durablement. Voici ce que la science et l'expérience montrent. Premièrement, la rigueur crée des habitudes que vous voulez répéter. Quand vous faites bien quelque chose, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et quand vous aimez ce que ça vous fait, vous recommencez. La rigueur se renforce elle-même, biologiquement. Deuxièmement, elle vous permet de traverser les défis. L'endorphine qui crée la bonne humeur et réduit la fatigue est libérée précisément dans l'effort. La rigueur vous aide à tenir bon quand c'est difficile. Pas malgré la douleur, mais à travers elle. Troisièmement, elle construit votre crédibilité. Quand les gens qui vous entourent vous voient produire des résultats de manière consistante, ils vous font confiance. Et cette confiance, une fois gagnée, est un capital que rien d'autre ne peut acheter. Quatrièmement, elle renforce votre sens du but. Ce n'est pas un hasard si mes sessions de coaching reviennent toujours à la même question que je pose aux coachés. Pourquoi est-ce que je m'investis dans ce que je fais vraiment? Donc la rigueur n'est pas juste une méthode de travail, c'est un chemin vers ce qui compte. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, ces 4 bénéfices existent aussi à l'échelle d'une équipe. Mais voici la réalité dure, la loi de Price, qui dit que dans toute organisation de 10 personnes par exemple, 3 individus portent 50% du résultat. 2 mondes coexistent dans votre organisation. La question n'est pas « est-ce vrai ?» comme je l'entends souvent lors des formations. La question est « de quel côté voulez-vous que vos collaborateurs soient ?» Maintenant, parlons de quelque chose que j'entends souvent. Les gens pensent que la rigueur, c'est pour les gens extraordinaires, pour ceux qui ont du talent naturel. Faux. La vraie compétition brutale n'a pas lieu entre les excellents. Au sommet, il y a ce qu'on appelle la compétition. Les meilleurs s'entraident parce qu'ils voient les choses en termes d'abondance. Si l'un réussit, ça prouve que c'est possible. La compétition vicieuse, la jalousie, l'envie, c'est le lot de la médiocrité. Et ce n'est pas là où vous voulez être. Jim Collins l'a dit autrement. Les transformations bonnes et grandes ne se produisent jamais d'un seul coup. La rigueur développe un effet cumulatif. Un léger avantage répété avec consistance dans le temps vous place là où peu de gens vous attendent. C'est là la formule des résultats significatifs extraordinaires en action. Il y a aussi une dimension spirituelle que je ne peux pas éviter et je vais l'énoncer sincèrement. Matthieu 5, verset 41 montre Jésus qui invite à aller toujours un pas de plus que ce qu'on attend de vous. C'est le modèle de l'excellence active, pas de la performance compulsive. Jordan Reno a dit « Un travail médiocre n'est rien de moins qu'un échec de l'amour. » C'est à travers l'excellence de notre travail que nous servons ceux à qui ce travail est destiné. Et ça, aucune fiche de poste ne peut vous le demander. C'est une décision intérieure. Mais voilà le piège. Dès qu'on parle d'excellence et de haut standard, un spectre surgit. Parce que tout le monde qui cherche à bien faire finit par le croiser un moment ou un autre. Ce spectre, c'est le perfectionnisme. Et je veux qu'on en parle franchement, parce qu'il m'a coûté cher. Donc, au chapitre 2, je dis que la rigueur n'est pas le perfectionnisme. Je dois m'arrêter ici pour quelque chose d'important, parce que je sais que certains d'entre vous qui me regardent ont déjà été détruits par le perfectionnisme, ou vous en êtes encore là sans le nommer. Le perfectionnisme en psychologie, c'est le désir d'une personne de rechercher l'impeccabilité absolue, accompagnée d'auto-évaluation sévère et d'une obsession pour ce que les autres pensent. C'est un état d'esprit dans lequel tout ce que vous faites doit être parfait, tel que vous l'imaginez. Et comme personne ne peut atteindre cet idéal,
Le perfectionniste tourne en rond. Il commence par l'effort, puis le renvoie à un échec, puis la honte, il reprend avec l'effort et ça le ramène à l'échec. C'est un cercle vicieux. Je le sais parce que j'y étais. À une période de ma vie, mon perfectionnisme avait commencé à détruire mes relations. J'avais poussé les choses à un point où je croyais sincèrement que Dieu me regardait plus favorablement que les autres parce que j'étais plus rigoureux qu'eux. C'était de l'orgueil spirituel habillé en excellence. Et ça m'isolait. La guérison est venue quand l'évangile m'a montré la vérité. Je ne suis pas accepté par Dieu parce que je performe. Je suis accepté par grâce. Je n'ai aucun mérite. Et à partir de ce moment-là, l'excellence n'a plus été ma quête de mérite. Elle est devenue ma réponse à l'amour reçu. Ce changement a tout transformé. Jeff Bezos a dit quelque chose d'utile ici. Je crois que les standards élevés sont spécifiques à des domaines. Vous pouvez vous considérer comme une personne aux standards élevés et avoir des angles morts débilitants, ce qui rend humble. Autrement dit, personne ne peut être parfait en tout. L'évaluation de la qualité est subjective selon les personnes et les contextes. Le perfectionnisme n'a donc aucun sens logique, en plus d'être destructeur émotionnellement. Ce que je propose dans le livre, c'est ce que j'appelle la polarité émotionnelle. Commencer chaque chose avec l'intention de l'exécuter avec la plus haute rigueur, tout en étant en paix si le résultat final n'est pas parfait. Vous aurez fait de votre mieux. C'est la rigueur avec grâce. Et si vous êtes dirigeant, le manager perfectionniste est l'un des profils les plus toxiques en organisation. Il crée la paralysie. Les collaborateurs n'osent plus proposer parce qu'aucune proposition ne sera jamais assez bonne. Il génère une culture de la peur qui tue l'initiative. La rigueur avec grâce, elle, crée des équipes qui osent, qui proposent, qui s'améliorent collectivement. Un lecteur qui a terminé ce livre m'a écrit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit « J'ai eu l'honneur et le privilège de lire et de dévorer votre ouvrage, Oser la rigueur. J'en sors pleinement édifié et j'ai eu le sentiment par moments que l'ouvrage s'adressait directement à moi et donc j'entrevois la nécessité d'ajuster les choses dans mon quotidien à plusieurs égards. » Fin de citation. L'ouvrage s'adressait directement à moi, a-t-il dit. Est-ce que vous, à ce stade de cette vidéo, vous avez ce sentiment? Que ce n'est pas une présentation générique, mais quelque chose qui touche à quelque chose de précis dans votre vie. Si oui, gardez ce sentiment, il est juste. Le lien pour vous procurer le livre est déjà en description. Vous pouvez y aller maintenant si vous voulez. Mais restez avec moi parce que la vraie valeur est dans ce qui vient. Savoir que la rigueur est nécessaire, que la légèreté est dangereuse, que le perfectionnisme est un piège, tout ça, c'est bien. Mais savoir ne suffit pas. La vraie question est, comment installe-t-on la rigueur durablement dans sa vie et dans son organisation? C'est exactement ce que nous allons voir. On quitte le pourquoi pour entrer dans le comment. Et là, je vais vous parler de quelque chose que personne ne vous a probablement jamais dit sur la rigueur. Elle ne se décrète pas. Elle se construit. Une habitude à la fois, un choix à la fois, un matin après l'autre. Ce qui nous amène à la section 2 du livre, Faites de la rigueur une habitude. Et au chapitre 3, la rigueur du devoir au désir. Il y a quelque chose que j'appelle la rigueur cumulative. Chaque fois que vous exercez la rigueur dans un domaine de votre vie, dans votre travail, dans vos relations, dans votre façon de gérer votre temps, elle se déplace naturellement vers d'autres domaines. C'est ce qui est extraordinaire. Elle crée un effet de débordement positif. Une rigueur dans la gestion de votre parole finit par affecter votre rigueur dans la gestion de votre argent. C'est mécanique. Mais pour que ça arrive, il faut un changement fondamental. Passer du devoir au désir. La rigueur que vous exercez parce qu'on vous surveille n'est pas de la rigueur, c'est de la conformité forcée. Elle disparaît dès que le patron quitte la salle. Vous connaissez cette scène. Le patron sort de la réunion. 5 minutes plus tard, les téléphones sortent, les conversations reprennent. Le dossier urgent devient moins urgent. Tout le monde connaît cette scène. Certains l'ont vécu, certains en sont encore acteurs.
Même si les gens ne savent pas que vous avez été léger, vous le saurez. Et c'est là que tout commence. La décision de travailler avec rigueur même quand personne ne regarde. Pas pour une approbation externe, par amour. Par amour pour Dieu, pour soi-même, pour ceux à qui ce travail est destiné. C'est ce que 1 Corinthiens 10:31 invite à faire. Il y a aussi quelque chose de puissant dans le nom. Votre nom, pas juste vos diplômes, pas juste vos titres, votre nom est inscrit sur chaque chose que vous touchez, sur chaque dossier que vous renvoyez, sur chaque engagement que vous honorez et que vous trahissez. Une famille qui donne de la valeur à son nom n'accepte pas que ses membres travaillent avec légèreté. Parce que la légèreté d'un seul affecte toute la famille. Et si vous êtes dirigeant, une entreprise dont les collaborateurs ne travaillent, bien que sous surveillance, n'est pas une entreprise. C'est un chantier sous contrôle permanent. Et vous, le boss, vous devenez le goulot d'étranglement. Vous ne pouvez pas scaler si vous êtes le seul garant de la qualité. La rigueur habituée, internalisée par vos équipes, est la seule vraie solution aux problèmes de délégation. Et le nom de votre entreprise, lui aussi, est inscrit sur chaque livraison. Mais une habitude sans une mentalité qui la supporte, c'est fragile. C'est comme construire une maison sur du sable. Les premières difficultés la font tomber. Alors voici ce que les personnes vraiment rigoureuses ont dans la tête et que les autres n'ont pas. Ce qui nous amène au chapitre 4 du livre « La mentalité des personnes rigoureuses ». Pour installer la rigueur durablement, il faut d'abord une décision de changement. Je propose une formule simple que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Je me rends compte que je, 3 points de suspension. Après avoir constaté que je, 3 points de suspension, je décide désormais de 3 points de suspension. Remplissez ces 3 blancs honnêtement. C'est le point de départ. Et Steve Maraboli l'a bien dit. Une fois que votre état d'esprit change, tout à l'extérieur changera avec lui. Il y a 4 mentalités qui supportent la rigueur sur la durée. Je les parcours rapidement, mais elles sont développées en détail dans le livre. Première mentalité, donner un sens sacré à tout ce que vous faites. Votre travail n'est pas juste une source de revenus. Si vous le faites dans l'esprit de servir quelque chose de plus grand que vous, vous êtes motivé à donner le meilleur de vous-même, même dans les tâches ordinaires. Deuxièmement, tout placer dans la perspective de votre héritage. Quelle trace laisserez-vous? Cette question change la nature de chaque décision. Troisièmement, vous considérez comme un artiste. L'artiste contemple son œuvre, il la savoure, il y trouve sa joie. Quand vous abordez votre travail avec ce regard, la qualité change de nature. Quatrième mentalité, choisir le travail profond. La dispersion permanente vous empêche d'acquérir les compétences profondes. La rigueur exige de choisir la concentration sur le divertissement. Et après avoir partagé ces 4 mentalités, voici 7 habitudes. Je vais aller vite parce que chacune d'elles mériterait une vidéo entière. Elles sont en détail dans le livre. Habitude 1. Commencer et terminer. Seth Godin a dit, la pire chose que de commencer quelque chose et échouer, c'est de ne pas commencer quelque chose. Et Mark Twain de son côté, le secret pour avancer, c'est de commencer. Yoda dit à Luke Skywalker dans la saga Star Wars, fais-le, n'essaye pas. Chaque fois que vous dites, je vais essayer, vous préparez votre cerveau à trouver une sortie. Ce qui nous amène à l'habitude 2. Apprendre à vous poser de bonnes questions. Avant, pendant, après chaque tâche, il faut vous poser des questions. Un proverbe chinois dit, celui qui pose une question est fou pendant 5 minutes. Celui qui n'en pose pas reste fou toute la vie. Habitude 3, gardez la fin en tête. Et Danny Couturier l'a formulé clairement. Commencez chaque journée avec une décision claire de la destination souhaitée. C'est ce que la rigueur apporte. Et la rigueur sans direction est de l'énergie gaspillée. Habitude 4, trouvez vos propres raisons pour accomplir ce que vous êtes cher. Découvrez pourquoi vous êtes sur cette terre. Identifiez les possibilités pour y répondre et célébrez vos jalons, pas seulement les succès. Les efforts aussi méritent d'être célébrés.
Habitude 5, la pensée anticipative. Commencez à vivre mentalement ce que vous voulez atteindre. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la préparation émotionnelle à ce qui est exigeant. Habitude 6, gardez la grâce envers vous-même. Une rigueur sans grâce devient une tyrannie. Vous allez échouer. Vous allez décevoir vos propres standards. Et c'est là que la grâce trouve toute sa place. Non pas pour justifier la légèreté, mais pour vous permettre de vous relever. Habitude 7, enfin, honorer quelque chose de suprême. Pour moi, c'est Dieu par Jésus-Christ. Pour vous, ça peut être votre héritage, votre famille. Quand vous vous rattachez à quelque chose qui dépasse votre personne, vous vous dépassez. Ces 7 habitudes ne sont pas nouvelles. Vous en connaissez probablement plusieurs. La différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui transforment leur vie avec elles, c'est une seule chose, la consistance dans le temps. Il faut faire de bons choix, il faut avoir de la consistance et sur la durée. La formule résultat significatif extraordinaire, justement, est abordée dans le livre. Elle s'applique aussi à cela. Arrêtons-nous une seconde. Je vais vous poser une question directe. Parmi ces 7 habitudes, juste là maintenant, laquelle vous manque le plus? Laquelle vous savez que si vous l'installez vraiment dans votre vie, les 6 autres viendraient naturellement? Je ne vous demande pas de répondre à haute voix, je vous demande d'être honnête avec vous-même. Parce que c'est là, dans cette honnêteté, que commence la vraie rigueur. Comment cela se présente-t-il pour un dirigeant d'entreprise? Ces 7 habitudes sont exactement ce que la formation entreprise installe dans une équipe via ce que j'appelle les 3 R, rôle, responsabilité, résultat et les non négociables. Ce que le livre fait pour un individu, la formation le fait pour l'organisation entière. Quelle est la différence? Dans la formation, ce n'est pas vous seul qui changez, c'est toute la culture. Si ce que vous entendez commence à résonner en vous, si vous commencez à avoir des connexions entre votre propre vie ou votre organisation, le lien vers le livre est en description. Vous pouvez l'avoir dès aujourd'hui. Jusqu'ici, on a parlé de vous, de ce que vous choisissez, de ce que vous construisez. Mais la rigueur n'est pas un voyage solitaire. Elle a une portée que vous n'imaginez peut-être pas encore sur les gens qui vous entourent, sur ceux que vous formez, sur ceux qui vous regardent sans que vous le sachiez. Et ce chapitre-là, c'est peut-être le plus difficile pour moi à raconter. Ce qui nous mène à la section 3 du livre, encouragez votre entourage à la rigueur. Et au chapitre 5, je dis d'influencer les adultes à la rigueur. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas toujours eu le courage de dire publiquement. En 2012, j'ai été muté de mon poste d'assistant qualité. La raison officielle, c'était la légèreté. À l'époque, je n'avais pas compris cette décision. J'étais en colère. Je me suis senti injustement traité. Mais avec le recul, c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Pas parce que ça n'a pas fait mal, parce que ça m'a forcé à regarder en face quelque chose que je refusais de voir. Que j'étais capable de légèreté, moi aussi. Et que cette légèreté avait un coût réel mesurable, non seulement pour mon employeur, mais pour ma propre crédibilité. Ce moment-là est le fondement de tout ce que je fais aujourd'hui. Ce livre, le livre Oser la rigueur, est né de cette honte transformée en moteur. Alors maintenant, quand je parle d'influencer les adultes autour de soi à la rigueur, je ne parle pas d'une position haute. Je parle de quelqu'un qui est encore dans le voyage, qui a lui-même trébuché et qui tend la main. Stephen M. Covey l'a dit avec précision. Les gens ferment leurs oreilles au conseil et ouvrent leurs yeux à l'exemple. Nous devons suivre le chemin que nous conseillons avant que les gens écoutent ce que nous disons. Donc avant tout, examinez votre propre crédibilité. Êtes-vous vous-même en train de pratiquer ce que vous allez demander aux autres? Ensuite, quand vous êtes témoin de légèreté autour de vous, dans votre équipe, dans votre famille, chez un collègue, voici ce que vous ne faites pas. Vous ne vous plaignez pas. La plainte paralyse. Elle ne construit rien. Elle ne change rien. Ce que vous faites, c'est choisir la posture du coach.
Un coach qui reconnaît que la personne en face de lui a déjà les ressources en elle pour exceller. Il ne donne pas de leçons. Il pose des questions qui révèlent le potentiel. Il construit, il ne déconstruit pas. Et quand vous devez aider quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'aime pas, et ça arrive à tout le monde, vous ne cherchez pas à lui faire aimer la tâche. Vous l'amenez à relier cette tâche à la vision qu'il a pour sa vie. La question qu'elle doit commencer à se poser, c'est pourquoi je me lève chaque matin? Quand vous trouvez cette réponse et que vous la gardez vivante, vous faites les choses difficiles différemment. Et si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez peut-être vécu votre propre moment semblable à mon expérience de 2012, ou vous l'avez provoqué chez quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, vous savez vraiment ce que coûte la légèreté institutionnelle. Une erreur au sein de l'entreprise coûte 10 fois plus cher à corriger après livraison. La crédibilité d'une PME se construit en années et se perd en une seule mauvaise livraison. Le modèle du leader coach que je décris ici est exactement ce que la formation que je propose à partir de ce livre installe dans votre culture managériale. Influencer les adultes, c'est une chose, mais il y a une influence encore plus longue, encore plus profonde, celle qu'on exerce sur ses enfants. Parce qu'un enfant qui apprend la rigueur tôt n'aura pas à désapprendre la légèreté plus tard. C'est un cadeau qu'aucun diplôme ne peut remplacer. Ce qui nous mène au chapitre 6 du livre « Influencez vos enfants à la rigueur ». Donc la rigueur n'est pas un idéal d'adulte, elle commence à la maison. Elle se construit dans l'enfance, pas par la pression des résultats scolaires, mais par quelque chose de plus profond. La cause, la compétence, le caractère, ce que moi j'appelle les 3 C. Jesse Jackson a dit « Vos enfants ont besoin de votre présence plus que de vos cadeaux ». C'est le premier principe de tout. Vous ne pouvez pas éduquer à la rigueur depuis une distance confortable. Ça demande votre présence physique répétée dans les petits moments, pas seulement dans les grandes occasions. Les 7 principes que je détaille dans le livre vont de l'essentiel. Éduquer pour le futur, pas pour le présent, jusqu'à l'un des plus provocateurs. Permettre à l'enfant de réaliser que ses parents vont mourir, que leur présence n'est pas un acquis, que le temps passé ensemble est limité. Ce sens de l'urgence, quand il est bien installé, crée chez l'enfant une attention au temps et aux relations qui est rare. Un dirigeant qui construit la rigueur chez ses enfants, mais laisse régner la légèreté dans son entreprise, crée une incohérence visible. Les collaborateurs voient cette faille. La rigueur ne choisit pas ses terrains. Elle est totale ou elle est fragile. Mais une personne rigoureuse seule, aussi excellente soit-elle, a une portée limitée. Ce qui change vraiment les choses, ce qui peut changer une organisation, une communauté et même un pays, c'est quand la rigueur devient collective. Quand elle n'est plus un effort individuel, mais une identité partagée. Et je l'aborde au chapitre 7 du livre « La rigueur comme mouvement ». Je veux vous montrer une image. Novembre 2022, Coupe du monde de football en Russie. Les supporters japonais viennent de vivre une défaite. Ils sont dans les tribunes. Et avant de partir, ils nettoient entièrement le stade. Chaque rangée, chaque couloir, ils laissent les lieux plus propres qu'ils ne les ont trouvés. Personne ne leur avait demandé. Il n'y avait pas de caméra pointée sur eux, pas de surveillance, pas de prime. C'était une culture, une valeur collective tellement internalisée qu'elle s'exprime d'elle-même, même dans la défaite. C'est ça un mouvement. Ça commence par une personne, puis 2, puis 5, jusqu'à ce que la rigueur ne soit plus une contrainte, mais une identité partagée. Et j'ai le vœu profond que ça se passe ainsi en Afrique, dans nos familles, dans nos organisations, dans nos communautés. Que la rigueur devienne si forte, si présente, qu'on ne puisse plus l'ignorer. C'est exactement ce que devient une PME dont les collaborateurs ont internalisé la rigueur comme valeur. L'exception devient la norme. On n'a plus besoin de surveiller. L'entreprise performe même quand vous n'êtes pas là en tant que CEO. Le système se protège lui-même. C'est ce vers quoi on va maintenant. Si vous dirigez une équipe ou une organisation,
si vous portez le poids d'une PME sur vos épaules. C'est QCE pour vous. Pas comme un supplément, mais comme la conclusion logique de tout ce que vous venez d'entendre. Ce qui nous amène à comment oser la rigueur en entreprise. En tant que gérant de PME ou manager d'équipe, ce segment est pour vous. Si vous travaillez dans une organisation, ce segment est aussi pour vous parce que vous êtes acteur de sa culture, pas seulement spectateur. Voici une réalité de la loi de Price que j'ai d'abord énoncée précédemment. Dans toute organisation de 10 personnes, en moyenne, 3 individus portent 50% de résultats. 3 personnes. La moitié de la valeur. Dans une PME de 20 personnes, ça fait environ 4 à 5 personnes qui font le vrai travail pendant que 15 à 16 autres consomment la masse salariale sans y contribuer proportionnellement. 2 mondes coexistent dans votre entreprise alors. Et la question qui fâche n'est pas est-ce vrai? Vous le savez déjà. La question est laissez-vous la majorité médiocre définir la culture de votre maison? Les coûts cachés de la légèreté sont réels et mesurables. Le temps perdu à corriger les erreurs évitables. Une erreur coûte 10 fois plus cher à corriger après livraison qu'avant. La crédibilité qui s'érode après une mauvaise livraison à un client. La confiance qui met des années à se construire et une seconde à se perdre. La rigueur n'est pas une perte de temps. C'est la méthode de travail la plus rapide. Parce que faire bien du premier coup est toujours plus économique que refaire. La formation que j'ai construite à partir du livre installe dans votre organisation 3 choses précises. Premièrement, ce que j'appelle les 3 R. Rôle, responsabilité, résultat. Chaque collaborateur sait exactement ce qu'on attend de lui, selon quel standard et avec quelles conséquences. Deuxièmement, elle est non négociable. Des comportements minimums non discutables qui définissent la culture. Pas des règles affichées sur un mur, mais des engagements vivants. Troisièmement, l'influence sans menace. Vos managers apprennent à maintenir la rigueur sans recourir à la peur. Parce qu'une culture basée sur la peur s'effondre dès que la menace disparaît. Le résultat ultime que nous visons ensemble, l'absence de surveillance. Votre entreprise performe même quand vous n'êtes pas là. L'exception devient la norme. Ce n'est plus vous seul qui portez la culture, c'est tout le monde. La feuille de route est en 2 phases dans cette formation. D'abord, un programme pilote de 30 jours après la journée de formation du comité de direction qui transforme les engagements personnels issus de ce livre en actions d'équipe durable. Ensuite, une intégration culturelle de 3 à 6 mois avec le coaching des leaders, la mise en place des standards non négociables et des rituels de renforcement qui pérennisent la rigueur dans le quotidien. Si vous voulez en savoir plus sur la formation pour votre PME, le contact est directement en description de cette vidéo. Avant de vous quitter, je veux revenir en arrière. Pas pour résumer ce qu'on a vu, vous l'avez déjà entendu, mais pour vous dire pourquoi ce voyage m'importe autant. Parce que derrière ce livre, il y a une conviction que je porte depuis longtemps et que j'ai mis du temps à trouver les mots pour l'exprimer. Tony Robbins a dit « Le seul voyage impossible est celui que vous ne commencez jamais ». C'est une phrase simple, peut-être trop simple pour ce qu'elle cache. Parce que la vraie question n'est pas de savoir si le voyage est possible. La vraie question est combien de fois avez-vous retardé le départ? Je vous ai parlé aujourd'hui de 4 choses qui forment un tout et qui apparaît dans ce livre. Premièrement, la rigueur qui vous différencie. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous choisissez systématiquement de donner le meilleur de vous-même, même sans audience, même sans applaudissements. Comme les supporters japonais dans un stade vide après une défaite. Deuxièmement, la rigueur qui devient habitude par cette pratique quotidienne qui ne sont pas nouvelles, mais qui changent tout quand elles sont vécues avec cohérence dans le temps. Troisièmement, la rigueur qui s'étend à vos équipes, à vos enfants, à votre entourage. Non pas par sermon, mais par l'exemple et par le coaching, en devenant le modèle que vous auriez voulu avoir. Quatrièmement, la rigueur qui devient culture dans votre organisation, quand elle est installée dans les structures, dans les comportements, dans les non négociables
qui font que les gens se comportent avec excellence, même quand personne ne surveille. Tout ça, c'est oser la rigueur. Ce n'est pas un livre de motivation, c'est un manuel de transformation, avec des exercices, avec des questions difficiles, avec des histoires vraies, dont certains que je ne racontais pas facilement. Si vous êtes une personne qui veut changer son rapport à l'excellence, dans son travail, dans ses relations, dans la façon dont il éduque ses enfants, ce livre est pour vous. Le lien pour vous le procurer est en description. Prenez-le, lisez-le, effectuez les exercices. Ne le laissez pas dans votre bibliothèque. Si vous êtes CEO ou gérant de PME, si vous en avez assez de porter seul la culture de votre organisation, si vous voulez une entreprise qui performe, même en votre absence, la formation Oser la rigueur en entreprise est faite pour ça. Contactez-moi directement via le lien en description. On parlera de votre situation précise. Je terminerai avec ceci. Mon grand-père avait les mains calleuses. Mon père avait une parole qui valait contrat. Je n'ai pas compris tout ce que ça voulait dire pendant qu'il me montrait l'exemple. Il m'a fallu un revers professionnel douloureux en 2012, suivi d'une période de perfectionnisme destructeur et des années de pratique intentionnelle pour assembler les pièces. Ce livre, c'est l'assemblage de ces pièces. Je vous le remets maintenant. C'est à vous de jouer. Merci et à bientôt.